Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui en voyage aux Bahamas, dans la capitale, Nassau, pour une affaire de meurtre où un homme a été jugé et acquitté. La victime est un des hommes les plus riches du monde et il est même possible qu'un membre de la famille royale anglaise soit mêlé à cette étrange histoire. Même si ce crime se déroule aux Bahamas, il prend sa source aux États-Unis. C'est à Sangerville dans le Maine que vient au monde Harry Hawks le 23 décembre 1874. Si ses parents ne sont pas extrêmement riches, ils ont de quoi offrir à leurs 5 enfants de bonnes études. Le père, William Pitt Hawks, est un avocat et gagne bien sa vie. Et le Harry se révèle doué pour les études, au point d'entamer un cursus pour devenir médecin à la Syracuse Medical School. Étude qu'il ne termine pas car il a un rêve. Un rêve que sa famille trouve stupide et irréalisable. Il veut devenir chercheur d'or. C'est à l'âge de 22 ans qu'il entend parler de la fameuse ruée vers l'or au Klondike et qu'il quitte tout pour rejoindre le monde très difficile des prospecteurs d'or. Pas de chance pour lui, il ne trouve rien. Il part en Australie, aux Philippines, en Californie et en Nouvelle-Zélande, toujours dans le but de trouver une mine qui le rendra riche, sans plus de succès. En 1910, le voilà qui débarque en Ontario avec 2,65 $ en poche. Des rumeurs affirment que de l'or y est découvert. En 1912, ses efforts payent enfin. Il découvre avec 3 frères, Tom Tague, George Tague et Jack Tague, une mine d'or près de Kirkland Lake. La mine, baptisée Tague Hawks, rapporte assez pour faire de nos 4 prospecteurs des hommes riches. Harry se fait construire sa première maison. Cette situation, bien que confortable, ne convient pas à Harry. Il veut sa mine à lui seul. Il revend ses parts de la mine aux 3 frères pour 200 000 $ suite à un différend entre eux. Les 3 frères la rebaptisent Auburn. Et Harry s'en va prospecter seul. Et voilà que pas très loin de la première mine, il trouve un filon bien plus important appelé Lakeshore. Pour vous donner une idée, c'est la 2e plus grande mine d'or d'Amérique du Nord. Mais l'exploitation d'une mine coûte cher, très cher. Malgré ses 200 000 $ et l'investissement de tous ses biens, il manque encore de l'argent. Harry trouve une solution. Il vend des actions pour 10 cents l'unité. Et ça marche. Harry peut enfin mettre en marche l'exploitation de la mine. L'or coule à profusion. Les fameuses actions passent de 10 cents à 64 $. En 1921, Harry est un homme immensément riche. Cette chance insolente lui vaut le surnom de Midas, en référence au roi grec qui transformait tout ce qu'il touchait en or. Il ne lui manque qu'une chose, une famille. Début 1923, il part en croisière autour du monde. Il a alors 48 ans. En Australie, il fait la connaissance d'Eunice McIntyre, une employée de banque qui est 26 ans plus jeune que lui. Et c'est le coup de foudre. Ils se marient très vite, le 3 juin 1923. De leur union naîtront 5 enfants. Nancy en 1924, Sydney en 1927, Shirley Lewis en 1929, William Pitt en 1930 et Harry Philip en 1932. En 1924, Harry achète un domaine d'1 demi-million de $ à Niagara Falls. Il transforme la maison en manoir. Il y a en tout 35 pièces, dont 17 salles de bain. À l'extérieur, il y a une piscine et un terrain de golf. Même si c'est un homme têtu qui a parfois des accès de colère, c'est surtout un homme très généreux. Il paye ses ouvriers bien plus que les autres employeurs et il soutient beaucoup de causes. Par exemple, il offre un terrain à la municipalité pour y faire un terrain de sport. La seule condition est que ça reste toujours un terrain de sport même après sa mort. Ses héritiers y veilleront. Il est baptisé Hawks Park. Il œuvre aussi pour les arts, ce qui donne l'ouverture du Hawks Garden Theatre. Et il fait de même pour l'enseignement et beaucoup d'autres causes. Alors j'entends certains dire « Oui, c'est pour avoir son nom écrit partout dans la ville ». Il faut dire que ce n'est pas lui qui a décidé d'appeler ses parcs et bâtiments de son nom, mais bien la ville pour le remercier. Souvent, il demande même de rester anonyme pour ses dons. Il finit par être nommé 9e membre de la commission des parcs du Niagara. Mais il y a un hic. Tout généreux qu'il soit, Harry n'est pas fort d'accord avec les impôts qu'il paye. Il est l'homme le plus riche du Canada, certes, mais ses impôts lui reviennent quand même à 17 500 $ par jour. C'est un peu abusé, et il veut bien être bon, mais pas con.
Harold Christie, qui est agent immobilier, lui parle des Bahamas et du peu d'impôts qu'il devrait payer là-bas. Harry prend donc sa petite famille sous le bras en 1935, direction Nassau, aux Bahamas. Une fois arrivés à bon port, les Hawks profitent de la belle vie. Harry fait construire une belle maison sur Victoria Avenue avec piscine d'eau salée et il continue ses œuvres caritatives. Il fait, entre autres, construire un aéroport privé, achète le plus grand hôtel des Bahamas et reconstruit le Bahamas Country Club. Ces bonnes actions lui permettent de se faire élire à l'Assemblée des Bahamas. Harry donne également beaucoup d'argent pour l'hôpital Saint-Georges à Londres, ce qui lui vaut d'être anobli en 1939 par le roi George VI. Le voilà baronnet. Les fêtes données par le couple Hawks sont réputées dans toute l'île. C'est ainsi que Harry devient l'ami du duc de Windsor, qui devient le gouverneur général des Bahamas en 1940. Alors le duc de Windsor n'est pas n'importe qui. Il a été roi d'Angleterre sous le nom d'Édouard VIII du 20 janvier au 11 décembre 1936. Il doit renoncer au trône car il tombe amoureux de Wallis Simpson, qui, en plus d'être roturière, est une femme divorcée. 2 fois. Shocking. Il préfère épouser la femme qu'il aime et perdre sa couronne. Du moins, c'est la raison officielle, car il y a en fait bien pire que cette histoire d'amour. Notre homme se montre assez proche d'un personnage monstrueux, Hitler en personne. Le voilà relégué au rang de duc de Windsor et gouverneur des Bahamas. C'est déjà pas mal. Nos 2 hommes qui font partie du beau monde se voient très fréquemment et deviennent proches. Harry va même prêter une de ses maisons sur l'île pour accueillir le duc et son épouse, qui estiment que la maison du gouverneur n'est pas assez bien pour eux. Tout se passe magnifiquement pour la famille de Harry. Ils vivent au paradis et l'argent coule à flot grâce aux revenus importants de la mine. Même quand éclate la Seconde Guerre mondiale, ils sont à l'abri loin des conflits. Mais voilà qu'arrive une première ombre au tableau idyllique. En 1942, Nancy, la fille aînée du couple qui a maintenant 18 ans, s'enfuit à New York pour épouser un homme dont elle est tombée follement amoureuse, le comte Alfred de Marigny, qui est plus âgé qu'elle. Il a 32 ans et a déjà divorcé 2 fois. Cette union déplaît fortement à Harry qui n'aime pas du tout son gendre, mais il fait bonne figure pour conserver l'unité de sa famille. Malgré tout, de violentes disputes éclatent parfois entre les 2 hommes, car de Marigny demande sans arrêt de l'argent à Harry et trompe ouvertement Nancy. Sa réputation de coureur de jupons est connue de tous. Le 7 juillet 1943, Harry se retrouve seul chez lui. Sa femme et leurs plus jeunes enfants sont en vacances dans leur résidence de Willows à Bar Harbor. Nancy est dans le Vermont et de Marigny va qu'à ses occupations à Nassau. En réalité, Harry n'est pas si seul que ça. Son ami Harold Christie est avec lui depuis la veille. Ce fameux soir du 7, une tempête balaye les Bahamas. Mais pas de quoi perturber nos 2 amis qui passent une bonne soirée ensemble. À 23h30, chacun regagne sa chambre pour la nuit. Le lendemain matin, Harold Christie est étonné. Son ami n'est pas encore réveillé alors qu'il doit prendre un vol pour rejoindre sa famille à Bar Harbor. Il va frapper à la porte de sa chambre et n'obtient pas de réponse. Il ouvre la porte et voit un spectacle qu'il n'oubliera jamais. Le tapis sur le sol est gorgé de sang. Le paravent chinois qui se trouve à côté du lit présente de larges éclaboussures de sang. Le corps d'Harry gît sur le lit. Il a été massacré. Il a d'abord été frappé avec un pic à glace et avec un pic à main de mineur ensuite. Ses intestins sont sortis de son abdomen. Son corps est couvert de plumes provenant du matelas et des oreillers. Le tueur a essayé de brûler le corps avec de l'insecticide et de l'essence. Heureusement qu'il y avait une tempête cette nuit-là. Le feu aurait détruit toute la maison sans ça. Harold Christie, au lieu de prévenir la police, tente de faire boire un verre d'eau à son ami qui est complètement décédé et appelle le duc de Windsor. Celui-ci dit qu'Harry s'est probablement suicidé. C'est sûr qu'après s'être frappé à la tête au point de se briser le crâne, s'être poignardé à de nombreuses reprises et avoir retiré ses intestins de son abdomen, il a dû avoir facile de s'asperger d'essence et d'insecticides pour s'immoler par le feu. Bref. Le duc estime aussi que la police locale n'est pas capable de s'occuper de l'affaire et fait venir de Miami des policiers qu'il connaît, le capitaine Melken et son assistant James Barker. Ceux-ci se montrent tellement efficaces qu'ils sabotent complètement la scène de crime, allant jusqu'à effacer une empreinte de main sanglante sur le paravent chinois.
Très rapidement, de Marigny, que le duc déteste royalement, est suspecté. Il finit par être arrêté 2 jours après le drame. En plus, au moment des faits, il participait à une fête et il passait devant la propriété pour accompagner une de ses amies. Il a le meilleur mobile qui soit, l'argent. Une empreinte trouvée sur le paravent chinois, la seule qui a échappé au nettoyage, est prélevée par les policiers de Miami et est envoyée au labo pour être comparée à celle de Marigny. Pendant ce temps, le corps d'Harry repart dans le Maine, près de Sangerville, pour être inhumé en présence de toute sa famille le 15 juillet. Ce même jour, Melken et Barker sont eux aussi à Bar Harbor. Ils expliquent à la famille les circonstances exactes de la mort d'Harry et l'arrestation du mari de Nancy. Ils annoncent que l'empreinte trouvée sur le paravent est bien celle du Playboy. Et comme la peine de mort est encore appliquée aux Bahamas, ils risquent la pendaison. Nancy s'envole directement vers Nassau pour soutenir son mari. Elle est convaincue de son innocence. Estimant qu'il y a assez de preuves contre de Marigny, les autorités décident de l'envoyer devant le tribunal. Et de Marigny doit bien s'accrocher. Il a contre lui un juriste émérite, Alfred Francis Adderley, qui représente la couronne en tant que procureur adjoint. Et il accable de Marigny avec un talent fou. Aussi sombre que la nuit, dans sa conception immonde, un acte qui ne peut provenir que d'un esprit dépravé, étrange et sadique. Un esprit en effet qui est étranger à l'esprit habituel qui se présente devant ce tribunal, civil, qui souille le nom et un morceau de cette terre tranquille. La couronne porte contre l'accusé les accusations suivantes. Ayant développé une haine brûlante envers Sir Harry Hawkes en raison du refus de Sir Harry de le reconnaître comme membre de la famille Hawkes, et étant dans une situation financière désespérée, sans argent disponible pour vivre facilement, ayant vendu pratiquement tous ses biens immobiliers dans la colonie et avec un éventuel procès pour 125 000 $, et par conséquent une exposition conséquente à la demande de son ancienne femme, Ruth, il a conçu le meurtre ignoble de son beau-père pour satisfaction pour sa haine ardente, vengeance pour le traitement méprisant de Sir Harry qui a persisté à refuser de le reconnaître comme un membre de la famille, et gain, car à la mort de Sir Harry Hawkes, il croyait que sa femme Nancy aurait droit à une part égale de la fabuleuse succession de son père. Il a déjà bénéficié de 3 500 livres de l'argent de Nancy dans l'année qui a suivi le mariage, et la couronne soumet à votre considération la conclusion qu'il aurait été heureux de dépenser beaucoup plus pour sa part des millions des Hawkes, puisqu'il n'avait ni argent ni revenu propre pour mener la vie d'un homme riche. Les circonstances de l'accusé au moment du meurtre de Sir Harry ont fait surgir le mobile qui l'a conduit à ce crime terrible. C'est très joliment dit. Cependant, Nancy engage des ténors du barreau pour défendre son mari et le procès va complètement basculer. Pour commencer, des témoins confirment que de Marigny était bien à la soirée au moment présumé du meurtre. Vous allez me dire, c'était une soirée, les gens buvaient et ne passaient pas leur temps à regarder les autres pour savoir à quelle heure ils étaient présents. Mais il y a mieux. L'empreinte du suspect trouvée sur le paravent chinois relevé par nos 2 génies de Miami n'a pas été relevée sur le paravent chinois, mais bien sur un verre qui a été utilisé par Alfred. Réponse de nos experts à Miami, on était sûr de sa culpabilité. Il nous manquait juste une preuve. Ça c'est fait. Ils avaient même dit à Lady Hawkes le 15 juillet que l'empreinte appartenait à de Marigny, alors qu'elle n'a été identifiée que le 19. Ajoutons à ça que Harry avait stipulé sur son testament que Nancy n'aurait que 1 000 $ par mois jusqu'à l'âge de 37 ans, âge auquel elle touchera l'entièreté de son héritage. Et Alfred le savait. Du coup, il est acquitté. Il repart au bras de Nancy, libre comme l'air. Il y a cependant une condition. Il doit immédiatement quitter les Bahamas et ne plus jamais y revenir. Le couple s'envole pour Cuba où Alfred a un ami qui n'est autre qu'Ernest Hemingway. Nancy tombe sous le charme de son fils Jack et ils entament une liaison qui ne dure pas bien longtemps. Cette incartade fait comprendre à Nancy qu'elle souhaite se séparer d'Alfred. Elle part à Montréal suivie par Alfred. Malgré son désir de récupérer son épouse, il a une liaison avec une journaliste qui publie un article sur lui. Il devient aussi indésirable au Canada qu'aux Bahamas. Le mariage de Nancy et Alfred est enfin dissous en 1949 et Alfred se remarie en 1952. Il finit par être accueilli aux États-Unis et prend la nationalité américaine en 1975.
Il meurt le 28 janvier 1998 à l'âge de 87 ans. Si Alfred de Marigny n'a pas tué le baronnet, qui pourrait l'avoir fait? Harold Christie est un personnage intéressant. La nuit du crime, il affirme ne rien avoir entendu alors que sa chambre est proche de celle d'Harry, à peine 5 mètres et demi. Alors oui, il y avait une tempête sur l'île, mais quand même. La tentative de mettre le feu au corps a dû propager de mauvaises odeurs, mais il n'a rien senti. Il a attendu plusieurs heures avant d'appeler la police et a contacté le duc de Windsor en premier. Pourquoi? Harold a renvoyé les domestiques chez eux pour la nuit. Étrange. Niveau mobile, il y en a plusieurs. Harold Christie doit pas mal d'argent à Harry. Et quelle meilleure façon d'annuler une dette que de tuer la personne à qui on doit cet argent? Un autre mobile est aussi lié à l'argent et implique plusieurs personnages emblématiques. Notre Harold se serait associé avec le duc de Windsor, Frank Marshall, Meyer Lansky et Lucky Luciano. Le but est de faire construire des casinos sur l'île. Le seul problème qui se dresse devant leur projet est Sir Harry Hawks. Bien qu'ayant un caractère bien trempé et des manières d'ours mal léché, il est profondément intègre. Hors de question pour lui de se lier avec des hommes de la mafia. Il est très écouté sur l'île car il procure des emplois et fait des dons substantiels. Si Harry dit non, ce sera non. Les 5 sagouins se seraient alors alliés pour assassiner le gêneur. Et si le motif d'Harold était sentimental, leur amitié serait-elle plus profonde qu'on ne le pense? Il y a pas mal de rumeurs qui affirment que les deux hommes auraient une liaison. À l'époque, l'homosexualité est considérée comme une maladie mentale. L'insistance pour brûler le corps au niveau des parties génitales pourrait accréditer un motif sexuel. Harold finit par se marier en 1959 à l'âge de 63 ans. Aucun enfant ne naît de cette union. Il décède le 25 septembre 1973 sans avoir jamais eu de compte à rendre sur cette fameuse nuit. Un autre personnage intéressant est le duc de Windsor lui-même. C'est lui qui a fait venir les bras cassés de Miami. Mais ces policiers sont-ils stupides ou agissent-ils sur l'ordre du duc? Pour les mobiles, il y en a plusieurs dont un que je viens de vous évoquer. Voyons les autres. Le duc, connu pour ses appointances nazies, aurait voulu faire transférer de l'argent vers l'Allemagne. Ce à quoi Harry se serait fermement opposé et aurait menacé de rendre ces transferts publics. Il y a aussi la possibilité que le duc, pour échapper à la fiscalité pourtant faible de l'île, ait transféré des fonds au Mexique, manœuvre tout à fait illégale. Lui non plus n'aura jamais à répondre de ses faits et gestes cette nuit-là. Un autre homme puissant est suspect, Axel Wenner-Gren. C'est un homme d'affaires suédois qui vient d'une famille modeste. Il commence par vendre des aspirateurs et créer la société Electrolux. Sa fortune en 1930 est estimée à 1 milliard de dollars. Il possède le plus grand yacht du monde à l'époque, le Southern Cross. Il s'achète une petite île aux Bahamas, Hog Island, qui entre parenthèses s'appelle maintenant Paradise Island, qu'il transforme en paradis pour touristes. Voilà pour le côté sympa du bonhomme. À côté de ça, il a pour ami Hermann Göring et est soupçonné d'être un espion à la solde des nazis. Harry aurait eu des preuves de la trahison d'Axel et aurait été tué pour ça. Harry pensait quitter les Bahamas. La perte de ses capitaux aurait été difficile pour l'île. Quelqu'un aurait pu le tuer en espérant que son épouse resterait et garantirait l'apport d'argent. Il y a aussi une théorie qui parle d'un meurtre vaudou, mais ça, j'y crois beaucoup moins. Bref, beaucoup de suspects et de théories, mais aucune certitude. Des années après le meurtre, 2 autres morts étranges ont lieu, et vous allez voir, elles sont certainement liées. Betty Renner est une avocate qui travaille au ministère de la Justice à Washington. Elle se passionne pour l'affaire Hawks et décide d'enquêter. Elle se rend sur place le 8 avril 1950 afin de trouver des indices prouvant sa théorie et de rencontrer un informateur. Elle affirme savoir qui est le coupable. Le 19 avril, son corps à moitié nu est découvert dans un puits étroit à Nassau. Elle a été frappée à la tête, traînée sur des rochers et jetée la tête première dans ce puits. Elle est morte étouffée. Des branchages ont été jetés pour tenter de cacher son corps. Et devinez quoi? D'après l'autopsie, il n'y a aucune preuve d'agression criminelle. Décidément, les gens ont tendance à se suicider de façon bizarre là-bas. Heureusement, la police pense bien à un meurtre, mais rien n'est découvert. En 1962, c'est au tour de Dorothy Maxey, 60 ans, d'être retrouvée assassinée sur son lit dans son appartement de Nassau. Cette femme n'était nulle autre que la secrétaire d'Harold Christie. Elle a été battue à mort dans ce qui semble être un viol qui a mal tourné, et l'enquête n'a mené à rien, comme par hasard.
Et si elle avait eu des informations sur le meurtre? Et si elle avait fait chanter Christy? Selon la police, ces affaires n'ont aucun lien entre elles. Comme c'est pratique. Tout ça est bien mystérieux. Lorsqu'on parle de Sir Harry Hawkes, on se souvient de son meurtre, mais surtout des bonnes choses qu'il a faites, de sa façon de partager son argent pour les plus démunis. Alors selon vous, qui a tué Sir Harry?